Le HTML et le CSS sont à la base du fonctionnement de tous les sites web, vraiment tous. En France ou ailleurs, on utilise ces mêmes langages. On parle d'ailleurs de langage web. Et si on veut être encore plus précis, on parle du HTML comme d'un langage de balisage et du CSS comme d'un langage de description. Contrairement à ce que vous avez déjà peut-être entendu, ce ne sont pas des langages de programmation, comme Python par exemple, car ils permettent seulement de décrire du contenu de façon statique. Alors, si vous voulez utiliser simplement le terme, langage web, c'est très bien, et personne ne vous en voudra. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, peu importe le site web que vous voulez consulter, Wikipédia, Open Classrooms, LinkedIn, pour y accéder, vous ouvrez le navigateur et tapez le mot-clé correspondant à votre recherche. Mais en coulisses, qu'est-ce qui se passe quand un site web s'affiche ? Quand vous accédez à un site, votre navigateur envoie ce qu'on appelle une requête auprès du serveur. Une requête est une sorte de message et un serveur, c'est un ordinateur qui contient toutes les informations et le contenu du site. Il va analyser cette requête et va renvoyer les données HTML de la page web. Le navigateur, lui, va interpréter ce code HTML pour afficher le contenu de façon lisible pour l'utilisateur. Prenons l'exemple de la page Wikipédia. Si je fais un clic droit, afficher le code source de la page, je peux voir toutes les lignes de code qui ont été envoyées au navigateur. Ça, c'est un code écrit en HTML et en CSS. N'hésitez pas à le faire avec n'importe quel site web, comme celui d'Open Classrooms par exemple. Alors, vous allez peut-être vous dire « Waouh, ça a l'air compliqué. Jamais de la vie je vais réussir à écrire un truc comme ça. » Je vous rassure, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Maintenant, je vous vois aussi venir et vous allez me demander « Mais alors, pourquoi avoir créé deux langages, le HTML et le CSS ? Un seul, ça aurait suffi, non ?» Eh bien, le HTML et le CSS sont complémentaires. Focalisons-nous d'abord sur le premier langage. Le rôle du HTML est de décrire, de structurer le contenu de la page. Vous allez devoir l'utiliser pour ajouter à votre page du texte, des liens ou des images. Faisons ensemble un petit test. Regardons à quoi ressemble le site Open Classrooms sans le CSS, juste en HTML pur. Comme vous le voyez ici, la page s'affiche dans son intégralité. On peut voir les textes, les images, les liens, mais on est d'accord, la présentation laisse un peu à désirer. Ce n'est pas très beau. Le contenu qui défile est interminable et n'est pas adapté pour les petits écrans. Bref, c'est pas terrible. Ceci dit, vous pouvez très bien créer un site web uniquement en HTML, mais vous n'allez pas attirer beaucoup d'utilisateurs. C'est là que le langage CSS entre en scène. Il a pour rôle de mettre en forme les différents éléments de la page web. De l'agencement du contenu au positionnement des images, du choix des couleurs à la taille du texte, tout ça, c'est grâce au CSS. Si votre code CSS indique « les titres sont en rouge », alors le navigateur affichera les titres en rouge. D'ailleurs, vous pouvez facilement changer ces propriétés en faisant un clic droit sur un élément de la page et en sélectionnant « Inspecter ». Vous avez alors d'un côté le code HTML et de l'autre le CSS. Changeons quelques éléments HTML comme les titres sur la page ou les propriétés CSS comme la couleur du texte, juste pour voir ce que ça donne. Oula, est-ce qu'on serait pas en train de modifier la vraie page du site là ? Non, pas du tout. Ça n'affecte en rien ce que les autres utilisateurs voient. Mais c'est amusant, non ? Et pour comprendre le fonctionnement d'un code, rien de tel que de le tester de votre côté. Mais je vois ceux à qui ça peut faire peur. Oui, vous, tout au fond de la classe. Manipuler deux langages, ça va être 2 fois plus complexe et 2 fois plus long à apprendre, non ? Je vous rassure, ce n'est pas le cas. S'il y a 2 langages, c'est au contraire pour faciliter les choses. Vous allez vous en apercevoir très vite dans la suite de ce cours. Pour ma part, je vous dis à tout à l'heure pour coder notre première page HTML. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous partager. Je commence par la mauvaise. Vous n'allez pas tout de suite pouvoir faire une page web magnifique. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que je vous garantis que ça viendra vite, parce qu'on va y aller ensemble, étape par étape. On va d'abord rédiger une ligne de code HTML toute simple.
Après avoir enregistré ce fichier, on va utiliser une première balise HTML pour structurer cette ligne de code. Je parle de la balise P. Et il y en a d'autres, il y en aura même beaucoup d'autres. Je vous en montrerai quelques-unes à la fin, et plus précisément celles qui constituent la structure de base en HTML. Allez, on commence par rédiger notre première ligne de code. Pour ça, on va utiliser Visual Studio Code. C'est un éditeur de code qui a été créé par Microsoft. Il est open source, gratuit, et prend immédiatement en charge les principaux langages, dont le HTML et le CSS. C'est l'éditeur de code le plus utilisé actuellement. Ouvrez donc votre éditeur et cliquez sur Fichier, Nouveau fichier. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend quand on part d'une page blanche, enfin je veux dire d'une page noire? On va faire un petit essai. Je vous invite à écrire 2 lignes sur l'éditeur. N'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Maintenant, on va enregistrer ce fichier. Mais avant ça, je vous recommande de créer un dossier sur votre ordinateur qui contiendra tous les fichiers de votre site. C'est fait? Allez, revenons à l'éditeur de texte. À partir du menu, cliquez sur Fichier, puis Enregistrer sous. Enregistrez votre fichier dans le dossier créé au préalable et nommez-le comme vous voulez. À un détail près, le fichier doit se terminer par .html. Par exemple, index.html. D'ailleurs, c'est généralement ce nom qui est donné aux pages d'accueil des sites web. Ouvrez maintenant l'explorateur de fichiers sous Windows ou le Finder sous Mac. Vous y verrez le fichier que vous venez de créer. Double-cliquez simplement dessus pour l'ouvrir dans votre navigateur. C'est bizarre, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Tout le texte s'affiche sur la même ligne alors que j'avais écrit 2 lignes de texte différentes. Bien vu. En fait, pour créer une page web, il ne suffit pas de taper simplement du texte comme on vient de le faire. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Il faut donner des instructions au navigateur comme aller à la ligne, afficher une image, etc. En HTML, pour donner ces instructions au navigateur, il faut utiliser ce qu'on appelle des balises. Ce sont en fait des mots-clés qu'il faut délimiter par des chevrons ouvrant et fermant. Si sur l'éditeur de code, vous appuyez seulement sur la touche Entrée, comme on vient de le faire, ça ne crée pas une nouvelle ligne de texte, comme sur un logiciel de traitement de texte. Et taper frénétiquement sur cette touche Entrée dans l'éditeur de texte ne vous servira à rien. Alors, comment intégrer correctement ces fameuses balises? Revenons à notre fichier index.html. Il faut encadrer chaque ligne de code avec des balises. Ici, on va utiliser la balise P. P pour paragraphe. Pour voir les modifications apportées à vos fichiers, pensez à l'enregistrer via le menu Fichier, Enregistrer, ou le raccourci clavier CTRL-S sur Windows ou Command-S sur Mac. Ensuite, actualisez la page de votre navigateur. Et voilà! Vos 2 lignes s'affichent bien distinctement, l'une en dessous de l'autre, parce qu'on a créé 2 paragraphes avec 2 balises. Et des balises comme ça, il en existe bien d'autres. D'ailleurs, il y a une structure de base à respecter. Je ne vous l'ai pas dit de suite parce que je ne voulais pas vous faire peur, mais c'est hyper important de la suivre. Elle ressemble à ça. C'est dans cette structure que l'on va insérer tout notre contenu HTML, dont nos lignes de code encadrées par des balises. En gros, HTML fonctionne avec des balises dans des balises. Et dans l'éditeur de code, ça donne ça. Notez qu'elle s'ouvre et se ferme dans un ordre précis. Par exemple, la balise HTML, qui est une balise de base, est la première que l'on ouvre et c'est aussi la dernière que l'on ferme à la fin du code. On appelle ça une balise en paire, car elle a une balise ouvrante et fermante. Et les espaces au début de certaines lignes, vous les voyez? Eh bien, elles permettent de décaler visuellement ces balises. Ça, ce n'est pas obligatoire, et ça n'a aucun impact sur l'affichage de la page, mais ça nous aide à rendre le code de façon beaucoup plus lisible. On appelle ça l'indentation. Il suffit d'appuyer sur la touche Tab, tabulation, pour ajouter ces fameux espaces. C'est une bonne pratique. Alors, si vous pouvez, prenez l'habitude de le faire sur votre code. Mais si vous voulez, vous n'aurez qu'à copier et coller directement cette structure dans votre fichier. L'indentation sera alors automatiquement conservée. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment et je vous laisse découvrir plus en détail les différents types de balises qui vous aideront à concevoir votre site web.
Tout à l'heure, on a vu comment écrire du texte à l'intérieur d'une balise paragraphe. Maintenant, on va se concentrer sur l'organisation de ce texte grâce au corps de texte, au titre et aux listes. On commence avec le corps de texte, c'est-à-dire le texte que vous voulez afficher à l'écran. Voici les paragraphes qu'on a rédigés ensemble dans des balises P. Et comme vous le voyez, je les place à l'intérieur des balises body. Voilà, on a notre première page web avec du texte. Ok, j'ai des paragraphes, c'est cool, mais maintenant je fais quoi? Parce que c'est toujours pas lisible. Vous avez raison. Et quand le contenu texte de votre page va s'étoffer, vos visiteurs vont avoir encore plus de mal à se repérer. Il faut donc structurer vos paragraphes avec des titres. On peut faire plusieurs niveaux de titres. Le niveau principal, le niveau 1, un sous-titre de niveau 2, etc. jusqu'au niveau 6. On va ajouter un titre, un sous-titre et un nouveau paragraphe. Et voici le résultat. C'est un très bon début, mais ce sera encore mieux quand on aura créé une liste. Il en existe deux types. Les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Créer une liste non ordonnée est très simple. Il suffit d'abord d'ajouter la balise UL, que l'on n'oublie pas de refermer un peu plus loin, parce qu'il s'agit d'une balise en paire. Ensuite, ajoutez-y à l'intérieur autant de balises LI que vous avez de points clés à présenter dans le contenu. J'en profite pour en rajouter quelques-uns. Encore une fois, vérifiez bien que vous avez fermé ces balises, sinon ça ne fonctionnera pas. Et notez que la liste doit être placée à l'intérieur de body. Pas mal, non? Et maintenant, on fait comment pour la transformer en liste ordonnée? Bonne question. Une liste ordonnée fonctionne de la même façon. En fait, seule une balise change. Il faut remplacer UL par OL. À l'intérieur de la liste, on ne change rien. On utilise toujours des balises LI pour délimiter les éléments. Attention du coup, l'ordre dans lequel vous les placez est important. Le premier LI sera l'élément numéro 1, le deuxième sera le numéro 2, etc. Organiser le texte grâce aux titres et aux listes ne sont pas les seuls moyens pour mettre en valeur votre contenu. Je vous laisse en découvrir d'autres dans le texte du cours. Et à la fin, vous allez pouvoir continuer à travailler sur votre site web pour Robilance. Je vous retrouve donc juste après. À tout à l'heure. Dans le chapitre précédent, vous avez appris à créer une page HTML et à l'organiser. Je vous l'accorde, elle n'est pas très belle, mais c'était une vraie page HTML quand même. Alors, vous pouvez en être fier. Et croyez-moi, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Je parie que vous avez déjà entendu parler des liens hypertextes. Vous savez, ce texte sur lequel vous pouvez cliquer pour vous rendre sur une autre page. Eh bien, je vais vous montrer comment créer 3 sortes de liens en langage HTML. Un lien vers un autre site web, un lien interne qui relie plusieurs pages de votre site, et des liens vers des endroits précis de la page qu'on appelle des encres. Pour faire un lien vers un autre site web, la balise que vous allez utiliser est très simple. C'est la balise A, à laquelle vous allez ajouter un attribut appelé href. L'attribut, c'est une information qui vient compléter la balise. Ici, l'attribut href nous donne une information essentielle. Il indique le lien de la page vers laquelle vous voulez diriger l'utilisateur. Il faut alors copier l'adresse web du site externe avant de l'intégrer dans cette balise. Cette adresse web s'appelle aussi URL. Le texte qui suit, c'est celui que verra l'utilisateur, celui sur lequel il devra cliquer pour accéder au lien. Et voilà à quoi ça ressemble. Par défaut, le lien s'affiche en bleu souligné. Et si vous avez déjà ouvert la page, il s'affiche en violet. Bon, si ces couleurs ne vous plaisent pas, aucun problème, on les changera plus tard grâce au CSS. Voilà comment créer des liens vers d'autres sites. Maintenant, on va voir ensemble comment faire des liens entre les différentes pages de notre site. Mais comment je fais pour créer un lien vers une autre page de mon site alors que je connais même pas encore son adresse? Pas de panique, c'est normal. Pour le moment, vous êtes en train de créer votre site sur votre machine. On appelle ça travailler en local ou localement. Ça veut dire que vous êtes le seul à pouvoir en profiter. Il n'est pas encore disponible publiquement.
Heureusement, ça ne va pas vous empêcher de travailler. Pour ça, on va utiliser un lien relatif, c'est-à-dire qu'on indique où trouver le fichier par rapport à l'endroit où se situe la page HTML. Pour commencer, on va retourner dans le dossier où se trouve notre page index.html, celle qu'on a créée précédemment. Et comme je suis très inspiré, dans ce même dossier, on va créer une deuxième page HTML intelligemment nommée page2.html. Mais comment le lien va se faire concrètement? Parce que, comme on l'a remarqué tout à l'heure, on ne connaît toujours pas l'adresse de notre site. En fait, c'est simple. Ça fonctionne car les deux fichiers sont situés dans le même dossier. C'est la condition sine qua non ici pour que ça marche. Il suffit alors de renseigner simplement le nom du fichier vers lequel on veut aller. Dans notre cas, il s'agit de la page2.html. Et voilà le résultat. Les choses se corsent un petit peu si les pages sont situées dans des dossiers différents, mais c'est toujours possible. Imaginons que page2.html se trouve dans un sous-dossier, appelé contenu. Dans ce cas, le nom de ce sous-dossier doit être renseigné dans le lien, comme ça. contenu/page2.html. Mais que se passe-t-il si le fichier ne se trouve pas dans un sous-dossier, mais à l'inverse dans un dossier parent, c'est-à-dire dans le dossier qui se trouve avant? Rien de plus simple. Il suffit de rajouter 2 points au début du lien. On aura alors ./index.html. Vous me suivez toujours? Allez, on va maintenant parler du troisième type de lien dont je voulais vous parler. Celui qui nous permet de diriger l'utilisateur vers un endroit précis du site. Alors, il ne s'agit plus seulement de faire un lien vers une page comme on vient de le voir, mais d'atterrir directement au milieu d'une page ou à la fin. Ou sur un paragraphe même. Bref, exactement où on veut. Ce type de lien s'appelle une ancre. Ça vous dit quelque chose? De même qu'une ancre marine va stabiliser un bateau à un endroit spécifique, une ancre dans une page HTML va permettre de faire des liens vers des endroits précis de votre site. C'est une sorte de point de repère que vous allez mettre dans vos pages si elles sont très longues par exemple. Le visiteur pourra ainsi sauter directement à la partie qui l'intéresse. Pour ça, vous devez d'abord définir le mot ou la phrase qui va vous servir de repère. Ça peut être par exemple un titre, un sous-titre ou même un paragraphe entier. Vous pouvez choisir n'importe quel type de balise. Prenons l'exemple d'une page Wikipédia dont j'ai récupéré le HTML. C'est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de contenu. J'ai repéré dedans un titre de niveau 2. La première étape est de fixer le repère. Pour ça, je dois lui ajouter l'attribut ID en français, et lui donner un nom, ici mon encre. La seconde étape est de créer un lien qui va mener l'utilisateur vers ce titre. Pour ça, ajoutez l'attribut href et un dièse suivi du nom de l'encre que vous ciblez. C'est comme ça que le navigateur fait le lien entre dièse mon encre et l'ID mon encre. N'oubliez pas d'écrire le nom du lien sur lequel vous allez cliquer. Dans d'autres situations, vous allez certainement être amené à créer un lien vers une encre, mais cette fois-ci, l'encre sera présente dans une autre page. Alors là, je vous préviens, on va faire le méga mix de tout ce qu'on vient de voir. En gros, l'idée, c'est de faire un lien qui ouvre une autre page et qui amène directement à une encre située plus bas sur cette page. En pratique, c'est assez simple à faire. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. La première étape est la même. Fixer le repère à l'endroit voulu sur la page 2.html. Ensuite, dans la page index.html, vous allez devoir créer le fameux lien en tapant le nom de la page, suivi d'un dièse et suivi du nom de l'encre. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Vous savez maintenant comment créer et intégrer les principaux types de liens HTML. C'est maintenant à vous de jouer en complétant le site web de la photographe Robbie Lenz. Personnellement, l'un de mes moments préférés, c'est quand j'ajoute des images qui vont venir illustrer le contenu de ma page. Ce n'est pas une étape à prendre à la légère, et ça nécessite d'avoir quelques connaissances de base sur leur fonctionnement. Alors, avant de voir comment insérer une image, commençons par la base. Savez-vous ce qu'est un format d'image? Il y en a beaucoup.
Alors j'ai choisi de vous parler des 4 principaux. JPEG, PNG, GIF et SVG. Les images JPEG ou JPG sont très répandues sur le web. Si vous voyez une photo sur un site, il y a de grandes chances pour que ça soit un JPEG. Ce format est conçu pour réduire le poids des fichiers photos. D'ailleurs, si vous avez besoin d'images, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site Unsplash. Vous y trouverez une tonne de photos de qualité et par-dessus tout libres de droit. C'est une chance énorme, alors profitez-en. Le format PNG, lui, est adapté à la plupart des graphiques, illustrations, logos ou dessins. En fait, on l'utilisera généralement pour tout ce qui n'est pas une photo. Il a l'avantage en plus de garder la transparence de certaines images. La compression du JPEG est globalement plus élevée que celle du PNG. Une photo enregistrée en JPEG s'affichera donc quasiment toujours plus vite que si elle était enregistrée en PNG. Alors, je vous conseille de toujours enregistrer vos photos en JPEG. Maintenant, voyons un peu ce qu'il en est du GIF. C'est un format assez vieux, mais qui est pratique quand on veut ponctuer nos messages d'illustrations animées. Enfin, parlons un peu du format SVG. Il peut être utilisé pour enregistrer des icônes, des logos ou des dessins. Contrairement aux fichiers JPEG, PNG ou GIF, qui sont pixelisés, le format SVG permet de redimensionner une image sans perte de qualité. En fait, on peut zoomer à l'infini dans l'image sans effet de pixelisation. On appelle ça un format vectoriel. Voilà, on a fait le tour des principaux formats d'image. Les choses sérieuses peuvent commencer. Je parle bien sûr de l'insertion d'une image dans notre fameux éditeur de code. Et je vais vous montrer comment insérer le lien relatif d'une image. Notre fichier est bien au chaud dans le dossier appelé Images. Sachez que pour l'insérer, j'utilise tout simplement le glisser-déposer. On peut commencer à coder maintenant. Entre 2 balises de paragraphes, j'ajoute celle qui va contenir mon image. Ici, c'est une balise img/. Le slash à la fin de ma balise est très important, parce que contrairement aux balises en paire qu'on a vues jusqu'ici, celle-ci est une balise auto-fermante, aussi appelée balise orpheline. Elle n'a donc pas besoin d'une balise fermante pour indiquer au navigateur la fin de l'élément sur la page. Pour que ça fonctionne correctement, je dois par contre lui ajouter quelques attributs. Dans un premier temps, je dois informer la source de l'image, c'est-à-dire l'endroit où l'image est stockée dans mon dossier. Cet attribut est obligatoire. On fait ici comme pour un lien relatif. On indique le chemin du fichier. On peut aussi indiquer l'URL complète si c'est une image qui se trouve sur un autre site web. J'en profite pour vous partager aussi une bonne pratique. Ça mange pas de pain. Prenez l'habitude d'enregistrer vos fichiers avec des noms en minuscules, sans espace ni accent. Vous pouvez remplacer les espaces par un trait d'union ou par le caractère tiré-bas, qu'on appelle underscore en anglais. Dans un second temps, je rajoute l'attribut qui correspond au texte alternatif. C'est un texte qui va décrire l'image. Il est hyper important de le renseigner pour plusieurs raisons. D'abord pour une question d'accessibilité. En fait, cette description va aider les personnes malvoyantes à naviguer sur votre site. Elles vont tout de suite comprendre à quoi la photo ou l'image fait référence. Par ailleurs, c'est ce bout de texte qui sera affiché à la place de l'image si elle ne peut pas être téléchargée correctement par le navigateur. Et enfin, le texte alternatif, quand il est bien rédigé, va être utilisé par les moteurs de recherche pour le référencement. Passons maintenant aux autres attributs. Je voudrais vous parler de l'infobulle. Vous savez, c'est ce texte qui apparaît sur l'image quand vous la survolez. Pour ça, rien de plus simple. Il faut ajouter à la suite de notre ligne de code l'attribut title, suivi du texte à afficher dans l'infobulle. Et voilà. Le dernier morceau de code que je voulais vous montrer est celui qui va nous permettre de rendre l'image cliquable. C'est utile quand la photo d'origine est trop lourde et qu'on veut d'abord présenter sa version miniature. L'utilisateur n'aura plus qu'à cliquer dessus pour afficher l'image dans sa taille originale. Avant ça, assurez-vous d'abord d'avoir bien dans votre dossier 2 images. Une version de l'image miniature et une version de l'image originale. C'est bon pour vous? Ok. On peut alors ajouter une balise qui va faire le lien entre les 2 images. Nous en avons déjà parlé, il s'agit de la balise A, que l'on referme bien sûr.
on y met à l'intérieur la ligne de code que nous avons déjà créée. Et on ajoute l'attribut href pour y placer le lien vers l'image originale. Et magie, notre photo est maintenant cliquable et il est possible de la scruter dans les moindres détails. Vous savez tout sur les images et comment les insérer dans votre page web. Je vous retrouve dans la prochaine partie pour vous faire découvrir le CSS. En attendant, je vous laisse travailler sur le site de la photographe Robbie Lenz en y ajoutant des images. À tout à l'heure. Après avoir passé toute la première partie du cours à travailler sur le langage HTML, il est temps maintenant de passer au CSS. Ce langage n'est pas plus compliqué que le HTML. Vous allez voir. Il est tout simplement différent. Il vient le compléter et le mettre en forme. C'est la partie fun de la conception d'un site web. Et avec le CSS, les possibilités sont infinies. Regardez ça. Ce n'est que du CSS. L'objectif ici n'est bien sûr pas de réaliser une telle prouesse tout de suite. Mais c'est motivant, non? On va d'abord découvrir ensemble la syntaxe d'un fichier CSS, c'est-à-dire sa structure de base, la façon dont il doit être écrit. Une fois que vous aurez bien compris comment il se construit, on pourra créer un fichier CSS et le modifier selon nos envies. Si je vous dis feuille de style, est-ce que ça vous dit quelque chose? Une feuille où on met du style? Non, je sais pas. C'est peut-être l'endroit où on change le style de son site web pour, par exemple, modifier la couleur du texte? C'est tout à fait ça. C'est là où on va réunir tout ce qui correspond au style de notre page web. Et comme pour le HTML, il faut respecter une syntaxe qui est basée sur 3 niveaux. Le sélecteur, la propriété et la valeur. Premier niveau, le sélecteur. En fait, il correspond au nom des balises dont on veut modifier l'apparence. Par exemple, si je veux modifier l'apparence de tous les paragraphes, je dois écrire P, sans les chevrons. Peu importe le sélecteur, il doit être suivi d'accolades ouvrantes et fermantes. Sachez aussi qu'on peut associer plusieurs sélecteurs au même style. Deuxième niveau, les propriétés. Elles désignent les paramètres qui doivent être mis en forme. Il y a par exemple la propriété color, qui permet d'indiquer la couleur du texte. Et il en existe beaucoup d'autres. Et on peut en mettre autant qu'on veut, mais toujours à l'intérieur des accolades, bien sûr. Chaque propriété est suivie du signe de ponctuation 2 points et se termine par un point-virgule. Et enfin, le dernier niveau, les valeurs. Pour chaque propriété CSS, on doit indiquer une valeur. Par exemple, pour la propriété color, la valeur, c'est le nom de la couleur. Par exemple, vert, bleu, jaune, etc. Ok. Maintenant qu'on sait tout ça, voyons ensemble ce que ça donne dans l'éditeur de code. La première étape consiste à connecter un fichier CSS à notre fameux fichier HTML. Pour ça, commençons par créer un fichier CSS séparé. Appelons-le par exemple style.css. Ici, je vais préciser la couleur pour tous les paragraphes. C'est fait? Maintenant, on retourne sur notre fichier HTML pour y ajouter la balise auto-fermante link/ avec ses attributs et ses valeurs. Elle va faire le lien entre le fichier HTML et le fichier CSS. Il est indispensable d'indiquer à la page HTML la feuille de style à appliquer. Ajoutons maintenant un peu de complexité. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'on pouvait associer plusieurs sélecteurs au même style. Eh bien oui, il suffit d'ajouter une virgule et de préciser la nouvelle balise que l'on veut modifier. Ici, je souhaite que le titre soit de la même couleur que le paragraphe. Pas mal, non? On vient de voir comment modifier le style de tous les titres en même temps. Mais comment fait-on pour cibler un élément plutôt qu'un autre? Par exemple, il est possible de distinguer un seul paragraphe en changeant sa couleur. Regardons ça. Dans le fichier HTML, et au niveau du paragraphe, on lui ajoute l'attribut classe. On lui donne ensuite une valeur, qui est en fait le nom que l'on va reprendre dans le fichier CSS. Le nom de cette balise spécifique doit débuter par un point. On ajoute ensuite la propriété et la valeur que l'on souhaite lui donner. Et voilà le résultat. On peut aller encore plus loin en appliquant du style à un ou plusieurs mots à l'intérieur d'un même paragraphe. Vous allez voir, c'est pas si différent de ce qu'on vient de faire. Le nouveau détail à ajouter avant l'attribut classe est la balise universelle span, qui nous sert à englober le mot à mettre en valeur.
Une balise universelle n'a aucune signification particulière. Si vous voulez, elle n'a pas de rôle, à part regrouper des éléments afin de leur appliquer la même mise en forme. On déclare ensuite le sélecteur, qui est le nom de la classe, puis sa propriété, et enfin sa valeur. Et voilà, le tour est joué. Le mot que nous avons choisi a bien changé de couleur. Une fois qu'on a fait ça, vous devez sans doute vous demander « Mais qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai plusieurs pages web ? Parce que mon site ne va pas se limiter à une seule page. Est-ce que je dois créer une feuille de style par page ?» Pas de panique. Il est possible d'associer plusieurs pages à une seule feuille de style. Pas besoin de réinventer la roue. Pour vous le prouver, je vais créer une deuxième page HTML. Vérifiez bien que dans cette nouvelle page, le lien vers la feuille de style, nommée style.css, est bien indiqué au début de code dans la balise head. Et voilà. La mise en page est la même entre les deux fichiers HTML. Comme je vous l'ai dit, il existe beaucoup d'autres sélecteurs et propriétés avec lesquels vous allez pouvoir vous amuser. Je vous en liste quelques-uns dans le texte. Je vous laisse les découvrir tranquillement. Et au passage, profitez-en pour continuer d'enrichir le site web de la photographe Robbie Lenz. Allez, je suis sympa, je vous en montre un petit aperçu avec le CSS appliqué. J'espère que ça vous motive. Pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure pour parler formatage de texte. Ces sites web ont au moins une chose en commun. Des polices d'écriture qui suivent et renforcent l'identité visuelle de la marque. Formater le texte n'a rien à voir avec formater votre disque dur. Ça signifie simplement qu'on va modifier l'apparence du texte. C'est une étape essentielle pour attirer votre audience. Mais attention, dès que vous travaillez sur des interfaces web, le choix de la police et sa mise en page doivent être bien pensés pour proposer un contenu accessible. Bon, à ce stade, pas de surprise. On est toujours dans le CSS. Et on va réutiliser la feuille de style qu'on a créée ensemble pour découvrir de nouvelles propriétés. On va voir le type de police, la taille, le style ou encore l'alignement des textes. Ça vous va ? Alors c'est parti. Dans le fichier CSS, on va modifier le type de police. On commence avec les paragraphes. Pour ça, il faut indiquer le sélecteur suivi de la propriété Font Family. Sur votre ordinateur, vous en avez un certain nombre qui existent par défaut, comme Arial, Verdana, Georgia, etc. Pour que votre site web soit lisible quand il y a de longs paragraphes, je vous conseille d'utiliser plutôt une police sans empattement, c'est-à-dire une police sans sérif. Il s'agit des formes décoratives que l'on voit au bout de chaque lettre. Si vous voulez vous démarquer avec une police spéciale, qui n'est pas installée par défaut, pas de souci. Il existe deux solutions très simples. Vous pouvez soit importer un simple lien dans votre code HTML, ou bien télécharger la police en local. Dans les deux cas, on peut utiliser Google Font. C'est un service qui propose tout un panel de polices gratuites et libres de droit. Pour commencer, on va faire simple en important un lien dans le code HTML. Comme vous le voyez, le choix est large. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, sélectionnez votre police, puis son style. C'est à partir de là que vous allez pouvoir copier le lien et le coller dans la partie head de votre code. Ok, on a fait la moitié du chemin. Il faut maintenant indiquer les règles de style dans votre fichier CSS. Sinon, ça ne marchera pas. Retournons alors sur Google Font pour récupérer le bout de code de la propriété. Il est tout en bas. Vous le voyez ? Maintenant, dans notre fichier, on va indiquer le sélecteur et la propriété à modifier. Je souhaite ici appliquer Lobster à mon titre de niveau 1. Et voilà le résultat. Il est important de trouver le bon équilibre entre les différentes polices de titres et de paragraphes. C'est un travail qui demande beaucoup de réflexion, mais qui en vaut la peine. Par ailleurs, je vous recommande de ne pas utiliser plus de 3 polices différentes. Maintenant qu'on a réglé la question du type de police, on peut travailler sur la taille pour créer une hiérarchie dans nos textes. Pour ça, reprenons notre feuille de style et ajoutons le sélecteur de l'élément qu'on veut modifier. Je veux agrandir le titre de niveau 1 et le paragraphe. Je n'ai donc pas besoin de les rajouter parce qu'ils existent déjà. Je vais tout simplement leur attribuer une nouvelle propriété, Font Size.
vous avez le choix entre plusieurs unités de mesure. Celle que j'utilise le plus souvent est l'unité relative EM. Elle a l'avantage de s'adapter à n'importe quelle taille d'écran. Mais la valeur absolue en pixels est aussi très utilisée dans le web design. Voyons ce que ça donne si je choisis les valeurs 3EM pour le titre et 2EM pour les paragraphes. Ça fait son petit effet, non? Pour mettre en valeur du texte, un bon moyen est d'appliquer différents styles. Quand je parle de style, je pense par exemple à italique, gras ou souligné. On va tester en appliquant le style italique à tous les paragraphes. Pour ça, on va utiliser la propriété font style suivie de la valeur italique. Bon, c'est clairement pas recommandé de le faire sur tout un paragraphe parce que ça pose tout de suite un problème de lisibilité. En revanche, ça a le mérite de vous montrer qu'on peut changer de style très simplement. Maintenant, on va voir comment mettre du texte en gras. Cette fois-ci, on ne va pas modifier tout un paragraphe, mais seulement augmenter la graisse d'un mot en particulier. Et quand je dis la graisse, c'est tout simplement l'épaisseur des lettres. Sur le fichier HTML, il faut d'abord indiquer le mot à modifier grâce à la balise universelle span et l'attribut classe. Vous vous en souvenez? On en a déjà parlé. Ensuite, dans le fichier CSS, on utilise le sélecteur précédé d'un point. Puis, on lui rajoute la propriété font weight et la valeur numérique qui va correspondre au niveau d'épaisseur de la police. Pour avoir un repère, gardez en tête que 400 est la graisse d'un texte normal. Comme on le voit, le mot en gras se distingue bien des autres. Vous pouvez également ajouter d'autres caractéristiques au texte, grâce à la propriété ici text decoration et à la valeur underline par exemple. Mais attention, un texte souligné, c'est bien souvent un lien hypertexte. Alors, si vous utilisez ce style, vous risquez de tromper les habitudes des utilisateurs. Pensez-y. Le dernier type de mise en page que je voulais vous montrer est l'alignement des textes. Par défaut, ils sont tous alignés à gauche. Mais dans certains cas, vous aurez peut-être envie de différencier votre titre en le plaçant à droite, ou même au centre. Alors comment fait-on? Il suffit d'ajouter au sélecteur H1 la propriété TextAlign et d'y ajouter la valeur left, right, center ou align. En français, ça veut dire gauche, droite, centré ou aligné. Ici, on l'a fait avec le titre, mais ça fonctionne de la même manière pour un paragraphe. Il existe d'ailleurs une valeur, justify, qui permet de répartir le texte de façon homogène sur toute la largeur. Il ne vous reste plus qu'à plonger dans votre code CSS pour continuer d'enrichir votre site de photographie. Je vous en donne un avant-goût. Quand vous serez arrivé à ce stade, vous pourrez être très fier de vous. Et je peux vous assurer que le CSS n'a pas fini de vous étonner. Ok, on avance bien. Maintenant, on va parler couleur. Avec la police d'écriture, la couleur est un autre outil clé pour définir l'identité de votre site web. Je vais donc vous montrer comment ajouter des touches de couleur grâce au texte et à l'arrière-plan. On découvrira aussi comment ajouter une image de fond et comment lui apporter de la couleur en utilisant des dégradés. Avant de s'engager dans toutes ces transformations et choisir les bonnes couleurs, il y a quelques outils à connaître. Les sélecteurs de couleurs, ou color picker en anglais, ça vous dit quelque chose? Ces outils vont vous aider à choisir les bonnes couleurs pour votre site web, sans avoir à les connaître par cœur. En fait, vous les utiliserez pour récupérer directement le bon mot-clé ou le bon code selon le mode colorimétrique que vous souhaitez. Et c'est quoi ces modes colorimétriques là? C'est un rapport avec le truc RGB là, dont j'ai entendu parler? Eh bien oui, mais pas que. Voyons ensemble de quoi il s'agit. On va commencer par un simple exemple. Changeons la couleur de notre titre de niveau 1. Reprenons notre feuille de style. Il faut d'abord ajouter la propriété color. C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir préciser la valeur en appliquant soit la méthode du mot-clé, soit un des modes colorimétriques adaptés au web. Commençons par entrer le mot-clé qui correspond à notre couleur. Et voilà le résultat. Si vous voulez utiliser une couleur qui n'est pas dans la liste, alors cette méthode n'est pas la plus adaptée. On va donc se tourner vers les modes colorimétriques classiques du web. La notation X pour hexadécimal et la notation RGB pour red, green, blue ou rouge, vert, bleu en français. Là, on va pouvoir faire nos petits mélanges de couleurs pour obtenir exactement ce qu'on veut.
Le code hexadécimal est toujours précédé d'un signe dièse. L'idée n'est pas de connaître tous les codes par cœur, parce qu'il y en a plus de 16 millions. Alors, copiez le code de la couleur qui vous intéresse grâce au sélecteur, et collez-le dans votre fichier. Et voilà, le tour est joué. Votre titre a changé de couleur. Sachez que les 2 premiers chiffres du code correspondent à la couleur rouge, les 2 suivants au vert, et les 2 derniers au bleu. Passons maintenant à la seconde notation très utilisée en web. Je parle ici de RGB. D'ailleurs, le code hex peut être facilement converti en RGB et vice-versa. Parce qu'en fait, il fonctionne de la même manière. Une couleur d'un mode colorimétrique aura sa correspondance dans un autre mode. J'ai récupéré les valeurs RGB à partir du code hex qu'on vient d'utiliser. On peut alors les insérer entre parenthèses dans notre code. Comme prévu, la couleur n'a pas bougé d'un iota. Pour le fun, allez, je vous montre un exemple avec une autre couleur. Et pour ça, les étapes sont exactement les mêmes. On ajoute les 3 valeurs dans les parenthèses. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, pour jouer sur l'opacité de la couleur, rien de plus simple. Il suffit d'ajouter un petit A à la suite de la valeur RGB. Ensuite, entre les parenthèses, on ajoute une dernière valeur indiquant le degré d'opacité entre 0 et 1. Ici, on voit bien que la couleur de mon titre est à moitié opaque. Il existe une autre propriété pour ajouter du caractère à une page. On reste dans la thématique de la couleur, mais cette fois-ci, on va l'appliquer à un arrière-plan. Reprenons notre éditeur de code et ajoutons la propriété Background Color dans notre sélecteur H1. Je vais m'orienter vers cette couleur. Insérer la valeur soit en code hexadécimal, soit en RGB. Pour ma part, j'ai rentré une valeur hex. On voit bien que c'est le fond du titre uniquement qui a été modifié, et c'est normal car j'ai indiqué dans cette propriété le sélecteur H1. Mais du coup, si je veux appliquer la même couleur sur toute la page, eh bien, plutôt que d'avoir la propriété Background Color liée au sélecteur titre, il faut l'appliquer au sélecteur Body, qui correspond, je le rappelle, au corps de texte dans son ensemble. Et voilà, maintenant c'est toute la page qui a changé de couleur. Plutôt que d'utiliser une couleur en arrière-plan, on va utiliser maintenant une image de fond comme bannière. Avant de plonger dans la feuille de style, vérifiez que votre HTML est bien structuré et que l'image que vous souhaitez utiliser a été importée correctement dans votre dossier. C'est bon pour vous? Maintenant, ajoutons la propriété Background Image à l'intérieur du sélecteur H1. L'attribut précise le lien de l'image. Pour une meilleure lisibilité, je vais changer la couleur de mon titre et ajouter rapidement des marges intérieures. On verra l'astuce liée aux marges plus tard dans le cours. Et voilà le résultat. Maintenant que l'image est en arrière-plan, on peut la manipuler grâce à l'ajout de nouvelles propriétés. Par exemple, pour fixer l'image d'arrière-plan, quand on utilise la barre de défilement, il suffit de compléter la liste avec la propriété Background Attachment et d'y ajouter la valeur Fixed. Il est aussi possible de faire en sorte que l'image couvre la totalité de la largeur. Pour ça, rajoutez la propriété Background Size et sa valeur Cover. Comme on le voit ici, l'image est positionnée par défaut en haut. Pour la mettre au centre, on doit ajouter la propriété Background Position et avec la valeur Center. Indiquez Top pour la mettre en haut et Bottom pour la mettre en bas. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait gérer l'opacité du texte. Et bien maintenant, on va faire la même chose pour une image. Vous allez voir, c'est un petit peu différent. Cette fois, il ne s'agit pas d'utiliser la valeur A, il faut ajouter à l'image la propriété Opacity et la valeur entre 0 et 1. Si vous voulez un arrière-plan plus épuré, avec moins de détails, vous pouvez opter pour les dégradés de couleurs. Cette technique permet de donner encore un tout autre style à vos pages. Et si vous êtes en manque d'inspiration, pas de souci, car le net regorge d'idées et vous propose une large palette de dégradés. Sur ce site par exemple, vous trouverez aussi le code à renseigner dans votre CSS. Le premier code colorimétrique correspond à la couleur avec laquelle notre dégradé commence, et le second correspond à la couleur avec laquelle il se termine.
Allez, je vous montre comment on met ça en pratique. On continue sur notre lancée en gardant la propriété background, car c'est toujours le fond que l'on veut modifier. On lui attribue la valeur linear gradient et on indique les couleurs de notre choix. On peut aussi très bien jouer sur la direction du dégradé en ajoutant entre autres les directions to right ou to left pour un dégradé qui va vers la gauche ou vers la droite. J'utilise le dégradé linéaire, mais il en existe d'autres comme par exemple le dégradé radial qui est en circulaire en partant d'un point central. J'espère qu'avec ces quelques astuces, vous allez pouvoir vous faire plaisir sur vos prochaines créations de sites web. En parlant de site web, voilà ce à quoi devrait ressembler votre projet pour la photographe Robbie Lens. C'est à vous de jouer maintenant. Continuons ensemble à découvrir tout ce que le CSS peut nous offrir. Ici, on va s'intéresser aux bordures et aux effets d'ombrage. On pourra les appliquer aussi bien sur du texte que sur des formes ou des images. Et c'est l'occasion pour mettre à profit toutes nos connaissances sur les couleurs. Prêt ? C'est parti alors. Je vais commencer par vous parler des bordures. Je vous montre un petit exemple avant de commencer. Ici, on voit bien qu'il y a différents types de bordures. Pour une barre de recherche, un bouton ou alors pour mettre en valeur un paragraphe. On peut le dire, ça rend plutôt bien. Allez, maintenant, on passe à la pratique. Voici notre point de départ. C'est le contenu que j'ai déjà structuré dans l'éditeur de code. Les deux éléments sur lesquels on va se focaliser sont la forme carrée et le titre H1. On va d'abord ajouter à notre carré la propriété border. Ok. Maintenant, je veux une bordure un peu plus épaisse. Je vais donc pour ça lui indiquer la valeur de 2 pixels. Ensuite, je dois renseigner le type de bordure. Je vais choisir un effet pointillé en ajoutant la valeur dotted. Et pour finir, je lui affecte une couleur. Le résultat est bien conforme à ma description. Il y a d'autres types de bordures. Le plus utilisé est la bordure solide. C'est un simple encadré avec des lignes continues. La valeur qui lui correspond est appelée solide. La propriété border est une super propriété, car elle englobe tout l'élément. Pour aller un peu plus loin, il est possible de gérer chaque bordure de façon séparée. Par exemple, je vais décliner cette propriété dans le détail. On regarde ça ensemble. Je crée une bordure en bas en ajoutant la propriété border-bottom et une à droite en ajoutant border-right. Left pour la gauche et top pour celle du haut. Bon, le résultat n'est pas terrible, mais il montre bien que chaque bordure peut avoir son propre style. Une autre propriété qui peut être intéressante est celle qui va vous permettre de faire des bords arrondis. Ok, mais concrètement, ça va me servir à quoi d'arrondir les angles d'un carré ou encore d'un rectangle? Ça peut paraître inutile, mais tout est une question de style, de caractère que vous voulez donner à votre site. Vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je vous donne les possibilités. Le site d'Open Classrooms utilise une variété d'angles pour servir des objectifs bien précis. Des arrondis pour les boutons apportent un style plus doux. Il y a aussi des angles droits pour présenter des éléments importants comme le visage d'étudiants. Une fois de plus, c'est une question de style. C'est donc à vous de choisir le vôtre. Pour arrondir les angles des blocs, vous allez utiliser la propriété border radius. Il y a plusieurs types de valeurs qui peuvent l'accompagner. Ici, j'ai choisi de définir la valeur en pixels. Ça commence à ressembler à un bouton, non? Border radius est une propriété dite raccourcie, car elle permet de définir la valeur de plusieurs propriétés via une seule déclaration. On va donc venir préciser la valeur de chaque angle. La première valeur est celle de l'angle en haut à gauche, la deuxième est celle d'en haut à droite, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre. Notez bien que les valeurs ne sont séparées que par un simple espace. Et on termine le tout par un point-virgule, comme d'habitude. Pour les formes un peu plus complexes, pas la peine de vous casser la tête. Il existe des générateurs qui le font pour vous. Fancy Border Radius est l'outil parfait pour ça. Vous pouvez expérimenter une forme autant que vous voulez jusqu'à trouver la bonne. Et là, vous n'avez plus qu'à copier la valeur et la coller dans votre code. Cet outil et ceux que je vous ai présentés jusqu'ici
sont de vraies petites pépites qui vont vous simplifier la vie. Allez, maintenant on passe à la prochaine propriété, les ombres. Elle est intéressante, mais je vous recommande de l'utiliser avec parcimonie. Avoir un beau site, c'est une chose, mais il faut qu'il reste accessible au plus grand nombre. Ces effets d'ombre donnent de la profondeur à l'élément et peuvent s'appliquer autant aux formes qu'au texte. Pour les formes, on ajoute la propriété Box Shadow dans le sélecteur correspondant. Maintenant, accrochez-vous bien, on va lui indiquer 4 différentes valeurs. La première indique le décalage horizontal, la deuxième le décalage vertical, la troisième indique l'adoucissement du dégradé, et la dernière correspond à la couleur de l'ombre. Pour les textes, je vous conseille d'utiliser cet effet uniquement sur les titres et de façon occasionnelle. Pour ça, il suffit de renseigner la propriété Text Shadow dans le sélecteur H1. Et on termine par insérer les 4 valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Les décalages de l'ombre horizontale et verticale, l'adoucissement et la couleur. Ces nouvelles propriétés CSS vont vous permettre de mettre en page votre site web comme un pro. Je vous laisse alors en profiter et continuer votre travail sur le site pour Robilance. Bonne continuation et à tout à l'heure. On a appris à modifier la police d'écriture, la couleur, les arrière-plans et même les bordures. Jusqu'ici, que des éléments statiques. Mais le CSS nous permet aussi de modifier de façon dynamique l'apparence des éléments. Et pour ça, on va faire appel à une fonctionnalité puissante du CSS, la pseudo-classe. Elle se rajoute au sélecteur et permet de changer l'apparence d'un élément selon des événements spécifiques. Par exemple au moment du survol, au clic ou quand un élément est sélectionné. On verra aussi un sélecteur un peu plus avancé qui consiste à faire interagir 2 éléments simultanément. Oula, c'est pas un peu trop tôt pour parler de ce genre de fonctionnalité? Enfin moi de toute façon j'avais pas trop l'intention de créer des interactions. Eh bien je peux vous assurer que ce qu'on va voir est très utile et permet vraiment d'apporter une plus-value à votre site. Regardez cela par exemple. Le survol permet facilement d'identifier que certains éléments sont des boutons ou des liens. C'est une façon efficace d'attirer l'attention de l'utilisateur. Avant de voir les différents effets à appliquer à un élément, qu'est-ce qu'on appelle une pseudo-classe? C'est en fait un mot-clé que l'on va ajouter au sélecteur CSS. Il indique une action précise, un événement en quelque sorte. Et comme tout bon sélecteur, il aura droit à sa propriété et à sa valeur. La première pseudo-classe que l'on va voir ensemble consiste à modifier l'apparence d'un élément quand on le survole. Ça peut être une image ou un texte. Cette interaction est maintenant très répandue sur le web. Avant toute chose, vérifiez que votre image est bien enregistrée dans votre dossier et bien indiquée dans votre code HTML. C'est bon pour vous? Ok, c'est parti pour les choses sérieuses. La pseudo-classe qui va nous permettre d'ajouter ce fameux effet de survol sur notre image s'appelle Hover. Pour l'exemple, je vais diminuer l'opacité de mon image au survol. Pour ça, il faut lui donner la propriété Opacity et la valeur souhaitée entre 0 et 1. Et voilà, le tour est joué. Il est tout à fait possible d'ajouter cet effet sur un texte. C'est d'ailleurs souvent utilisé sur les liens hypertextes. Comme pour l'image, vérifiez bien que la base de vos fichiers HTML et CSS est correcte. Dans notre cas, le lien que l'on souhaite utiliser doit être correctement défini dans les 2 fichiers. La pseudo-classe est la même. Seul le sélecteur change. On veut créer une interaction sur les liens. Il faut donc ajouter Hover après la lettre A. Pour lui changer de couleur au survol, il faut lui donner la propriété Color et la valeur de votre choix. On peut lui ajouter autant de propriétés que l'on souhaite. Par exemple, si je veux que le lien soit souligné au survol, j'ajoute la propriété Text Decoration suivie de la valeur Underline. Et voilà. C'est que ça commence à être pas mal tout ça. La deuxième pseudo-classe que je vais vous montrer est celle qui permet de modifier l'apparence d'un élément au clic. Pour ça, il faut ajouter Active au sélecteur A. On a déjà le lien qui se souligne au survol. On va donc tout simplement venir modifier la couleur de ce trait au clic en indiquant la propriété Text Decoration Color et la valeur souhaitée. Comme vous pouvez le voir, c'est très furtif, mais ça fait son petit effet. La dernière pseudo-classe que je vais vous montrer
est celle qui permet de mettre en avant un élément quand il est sélectionné, au clavier ou à la souris. On complète alors notre liste en ajoutant au lien la pseudo-classe Focus. Pour ce qui est des propriétés, on ajoute d'abord un fond grâce à Background Color. Ensuite, je vous propose de modifier la couleur de la police d'écriture. Et pourquoi pas venir changer la couleur de l'encadré aussi? Pour ça, ajoutons la propriété Outline Color, avec la valeur souhaitée. Et voici ce que ça donne. Si j'appuie sur la touche Tab de mon clavier, on voit bien que l'encadré et le fond ne sont pas de la même couleur. On vient de voir comment modifier l'apparence d'un texte et d'une image. Mais il existe une fonctionnalité plus avancée qui permet de faire interagir simultanément deux éléments voisins, c'est-à-dire deux éléments issus du même parent. Pour bien comprendre, reprenons notre exemple. On va associer l'image avec le texte en utilisant cette fois-ci non pas une pseudo-classe, mais un sélecteur avancé, qu'on appelle Siblings, ou sélecteur de voisins. Bon, je vous l'accorde, la traduction française n'est pas au top, mais j'espère que ça peut vous aider à mieux comprendre le concept. Dans mon code, je précise alors l'élément principal, l'image, auquel j'additionne l'élément cible, le sous-titre. J'indique ensuite la couleur du sous-titre qui apparaît au survol de l'image. Et voilà! Vous savez maintenant comment apporter un peu de dynamisme à vos créations. Je vous laisse tester ce que vous avez retenu sur le site de Robilance. Vous devriez arriver à un résultat similaire à celui-ci. Et nous, on se retrouve dans la prochaine partie dédiée à l'agencement CSS du contenu. À tout de suite! Vous vous rapprochez petit à petit de votre objectif. La page web qu'on a construite ensemble commence à contenir pas mal d'éléments. Mais il nous manque encore quelques connaissances pour bien la structurer. Et pour être plus précis, on va en fait définir des zones qui vont contenir tous ces éléments. Vous verrez, à la fin, votre code sera beaucoup mieux organisé et bien mieux référencé sur les moteurs de recherche. En général, une page web est constituée d'un en-tête et d'un pied de page. Entre les deux, on trouve les principaux liens de navigation, comme le menu par exemple. On trouve aussi du contenu principal et du contenu complémentaire. Cette structure est en quelque sorte le squelette du site web. C'est une convention qui n'est pas obligatoire, mais c'est préférable de la suivre quand on débute dans le développement web. Elle se base en fait sur ce que les utilisateurs ont l'habitude de voir sur les autres sites. Oula, je sens que ça fait beaucoup de nouvelles balises à retenir. Effectivement, ce sont de nouvelles balises, mais elles viennent compléter celles que vous avez déjà apprises. Et de toute façon, ça va aller, on va les traiter une par une. Commençons par parler des balises header et footer, ou en-tête et pied de page en français. Le plus souvent, on trouve en en-tête un logo, une bannière ou un titre par exemple. Il est présent sur toutes les pages du site. Il faut donc veiller à ne pas surcharger cette partie. Pour ce qui est du pied de page, vous pourrez indiquer des informations comme des liens de contact, le nom de l'auteur ou la politique de confidentialité. Malgré ce qu'on peut croire, cette partie est aussi importante que l'en-tête car elle contient des informations clés. Et a priori, c'est la dernière chose que l'utilisateur va voir sur votre site. Alors prenez-en soin. Bon, mais alors comment on intègre ces deux éléments dans notre HTML? Reprenons le fichier index.html avec la bannière qu'on a ajoutée lors de la partie précédente. Pour que cette image soit considérée comme un en-tête, il suffit de la placer dans la balise header. Allez, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Ajoutons tout de suite le pied de page en indiquant la balise footer et des liens de contact. Comme d'habitude, n'oubliez pas de fermer ces balises pour que ça fonctionne correctement parce que ce sont des balises par paire. Et voilà, notre en-tête et notre pied de page sont bien renseignés dans le code. Pour pouvoir naviguer d'une page à l'autre d'un site web, il est nécessaire aussi d'avoir une section destinée uniquement à la navigation. Ici, on va se concentrer sur le menu. La bonne pratique, c'est de le placer toujours au même endroit sur toutes les pages. Oui, parce que si vous ne conservez pas la même structure, je peux vous garantir, vos utilisateurs seront confus et frustrés. Il est souvent situé en haut, à l'horizontale, ou à gauche, à la verticale. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais c'est plutôt une généralité.
Après, c'est à vous de voir si vous voulez la suivre ou pas. Dans ce cas, je choisis de suivre les conventions et d'avoir mon menu en haut, juste après la bannière. Il a fallu pour ça créer en amont des liens vers 2 pages différentes. Pour structurer le tout, j'ajoute la balise nav pour navigation. Et voilà le résultat. On peut maintenant ajouter notre contenu principal et nos sections. C'est en fait le cœur de notre site web. C'est la raison pour laquelle l'utilisateur va venir le visiter. Actuellement, j'ai plusieurs titres de niveau 2 et quelques paragraphes. Je vais tout simplement les regrouper dans la balise main, qui veut dire principal. On peut aller encore plus loin en structurant le contenu principal grâce à des sections. Pour ce faire, il faut ajouter les balises sections au début de chaque paragraphe en n'oubliant pas d'inclure les titres de niveau 2. Vous pourriez tout à fait vous arrêter là, et votre site serait correctement structuré. Mais il existe une autre balise qui permet d'organiser du contenu complémentaire. Je pense notamment aux liens vers d'autres sites. Cette balise s'appelle Aside. Et sachez qu'il peut y avoir plusieurs blocs Aside dans une page web, tout comme il peut y avoir plusieurs blocs sections. Vous avez désormais toutes les clés en main pour structurer votre site web. Allez, assez parlé, je vous laisse lire la suite et mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Rentrons maintenant un peu plus dans les arcanes du code HTML. Avez-vous déjà entendu parler du modèle de boîte ? Eh bien, tous les éléments HTML d'une page web sont constitués de boîtes imbriquées les unes dans les autres. On en distingue 2 types, bloc et inline. Même si j'ai jamais encore mentionné ces termes, ce sont en fait des notions qu'on a déjà commencé à voir ensemble. Et c'est pas terminé parce qu'on va tout de suite les approfondir un peu plus. Soyez attentifs parce que ces notions sont très importantes pour réussir la mise en page de votre site. D'abord, on va parler de la différence entre bloc et inline. Ensuite, on va se focaliser sur la mise en page des blocs en modifiant leur taille, en définissant des marges et en les centrant sur la page web. La plupart des éléments qu'on a vus jusqu'ici, comme les balises HTML, header, main, div ou encore p, sont ce qu'on appelle des blocs. Alors que les balises A, utilisées pour les liens, span ou encore strong, sont des éléments inline par défaut. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais ça ne nous donne pas vraiment la différence entre ces 2 types de boîtes. En gros, une balise de type bloc sur votre page web va automatiquement entraîner un retour à la ligne avant et après. Votre page web sera en fait constituée d'une série de blocs les uns à la suite des autres. Mais il est aussi possible de les imbriquer les uns dans les autres. Une balise de type inline se trouve, elle, obligatoirement à l'intérieur d'une balise bloc. Elle ne crée pas un retour à la ligne. Les éléments inline vont juste se mettre les uns à la suite des autres. Et comme son nom l'indique, sur la même ligne, inline. Une autre différence notable, c'est que pour le bloc, les propriétés de largeur et de hauteur sont modifiables, contrairement aux éléments inline qui n'ont pas de largeur et de hauteur. C'est pour cette raison qu'on va se concentrer sur l'élément bloc dans la suite de cette vidéo. Allez, il est temps de passer à l'éditeur de code pour vous montrer toutes les propriétés et valeurs qui servent à agencer des balises de type bloc. Je vous propose de commencer la démonstration en modifiant les dimensions de notre bannière. C'est un bloc parce qu'elle est comprise dans une balise div. Et div est une balise de type bloc. On voit bien d'ailleurs que le bloc prend toute la largeur de la page web. On lui ajoute d'abord une propriété CSS qui s'appelle width, qui signifie largeur, et une valeur en pixels. Ça va nous permettre de définir la largeur de l'élément. On peut également lui indiquer une hauteur grâce à la propriété height, et pour une valeur pareille en pixels. Vous pouvez aussi opter pour une valeur en pourcentage si vous le souhaitez.
Une autre propriété très importante qui s'applique au bloc uniquement est celle qui va nous permettre de créer des marges. Pour ça, on va devoir distinguer les marges extérieures au bloc, appelées margin, des marges intérieures au bloc, appelées padding. Et c'est quoi exactement la différence entre les deux? C'est simple. L'espace entre la bordure et le bloc suivant est la marge extérieure. L'espace entre le texte et la bordure, c'est la marge intérieure. Les marges peuvent être paramétrées pour différents éléments comme les bannières, les textes ou encore les listes à puces. On va voir ensemble comment ajouter des marges extérieures et intérieures sur du texte. Première étape, on ajoute au sélecteur P la propriété CSS Margin. Je lui indique ensuite la valeur en pixels. Et voilà, vous avouerez que notre contenu est bien plus aéré comme ça. Deuxième étape, on ajoute des marges à l'intérieur de notre bloc. Pour ça, il suffit d'ajouter la propriété padding, suivie de la valeur de votre choix. Ah, on respire encore un peu plus. Pour information, les propriétés margin et padding sont des propriétés raccourcies. Je ne sais pas si vous en souvenez, on en a déjà parlé. Ça signifie aussi qu'on peut choisir d'augmenter seulement la marge intérieure d'en haut en ajoutant top à la propriété padding par exemple. Si vous voulez modifier les marges du bas, de gauche ou de droite, indiquez les valeurs bottom, left et right. Je vais maintenant vous partager la dernière astuce pour mettre en page vos blocs. Je voudrais vous parler de la valeur auto qu'on va ajouter à la propriété margin. Elle va automatiquement centrer votre élément sur la page web. C'est plutôt pratique. Et voilà. On a fait le tour du modèle des boîtes, et plus particulièrement de cet élément de type bloc. Je vous laisse continuer à travailler sur le site de Robilance. Et on se retrouve plus tard pour parler d'autres techniques de mise en page CSS. Ça y est, on a vu ensemble le modèle des boîtes. Il est temps maintenant de les organiser et de les disposer comme on le souhaite en utilisant la méthode Flexbox. Il n'y a pas vraiment de traduction pour ça en français, mais on peut parler de conteneur flexible. C'est une partie un peu plus complexe que les autres, mais je vous assure, accrochez-vous, ça en vaut la peine. Je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement de Flexbox. Et seulement ensuite, on pourra passer à l'éditeur de code pour gérer les différentes propriétés des éléments. Pour terminer, on verra comment modifier la disposition d'un élément en particulier. Pour faire de la mise en page avec Flexbox, il faut définir un conteneur et placer à l'intérieur plusieurs éléments. Imaginez tout simplement une bibliothèque dans laquelle vous rangez vos livres. Les romans sont sur la première colonne, les BD sur la deuxième et les jeux de société sur la troisième. Eh bien, c'est le même principe pour notre site web. Les trois sections de mon contenu principal sont disposées dans un même conteneur à la verticale. Vous pouvez avoir plusieurs conteneurs sur une même page web. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire pour obtenir la mise en page que vous voulez. Pour comprendre comment ça fonctionne concrètement, retournons à notre fichier index.html. Le conteneur est une balise HTML. Ça peut être la balise div par exemple. Il contient les éléments qui eux-mêmes sont placés dans des balises div. Ça peut aussi être des balises LI dans une balise UL pour des listes non ordonnées. Mais si je fais ça, par défaut, mes éléments vont se mettre les uns en dessous des autres. Ce sont des blocs, après tout. Vous savez, les blocs, on en a parlé juste avant. Ouais, je vois rien de nouveau. En tout cas, il n'y a rien de flex là-dedans. Et non, c'est vrai. Parce qu'il faut maintenant intervenir au niveau du CSS en précisant les propriétés de notre conteneur. La première étape est de rendre l'intégralité du conteneur flexible en lui attribuant la propriété displayFlex. Et voilà, les éléments à l'intérieur de notre conteneur sont prêts à être agencés comme on veut. Avec la propriété FlexDirection, on indique l'axe principal sur lequel on souhaite disposer les éléments du conteneur. Je choisis de les organiser sur l'axe horizontal, en ajoutant la valeur row. Et voilà, mes éléments se mettent en ligne. Je vais maintenant modifier leur alignement en ajoutant la propriété JustifyContent. Je veux que les éléments soient étirés sur tout l'axe principal, mais je veux conserver un peu d'espace sur les extrémités.
J'ajoute alors la valeur spaceAround. Comme vous le voyez, les éléments sont répartis de façon homogène dans le conteneur. Mais je peux aussi les centrer, les aligner au début, à la fin. Je peux juste mettre de l'espace entre eux. On utilisera pour ça les valeurs respectives center, flex start, flex end et space between. Ce qu'on a vu ici se passe sur l'axe horizontal, qui est l'axe principal que j'ai choisi. Mais pour optimiser au mieux la répartition des éléments sur la page web, il est tout à fait possible de les aligner aussi sur l'axe vertical, qu'on appelle alors axe secondaire. Pour placer le conteneur et son contenu au centre de la page web, je n'ai qu'à ajouter la propriété Align Items, suivie de la valeur Center. J'ai également agrandi la taille de mon conteneur pour pouvoir déplacer les éléments au centre. Et voilà, le tour est joué. Il y a beaucoup de valeurs qui s'appliquent aux axes principaux et secondaires. Je vous encourage à les tester jusqu'à trouver ce qui vous convient le mieux. Allez, il est temps de passer à la suite. La propriété FlexWrap, elle vous permet d'activer ou désactiver un retour à la ligne automatique des éléments. Très pratique quand on développe un site web qui doit s'adapter aux nombreuses tailles d'écran. Une autre propriété, qui est très utile, est celle qui va permettre d'ajouter des espaces entre chacun des éléments. Cette propriété s'appelle Gap. Vous pouvez sélectionner l'unité de mesure que vous souhaitez. J'ai choisi d'utiliser la valeur pixel. Tout ce qu'on vient de voir concerne l'intégralité des éléments du conteneur. Mais du coup, est-ce qu'on peut modifier l'agencement d'un seul élément du conteneur sans changer tout le reste? Eh oui, c'est possible. On peut totalement jouer sur les propriétés d'une seule boîte. Mais pour ça, il faut d'abord distinguer les 3 éléments dans notre fichier HTML en les nommant différemment. C'est fait? Ensuite, on peut modifier la taille de l'élément, mais aussi l'ordre dans lequel il apparaît dans le conteneur. Pour ça, j'ajoute les propriétés flex et order et leurs valeurs respectives. Et voilà ce que ça donne. Je sais que ça fait beaucoup de choses à retenir, mais pas de panique. C'est en pratiquant son art qu'on devient artisan. Et vous aurez tout le plaisir de mettre ça en pratique avec le site de Robilance. N'hésitez pas à lire le texte pour découvrir de nouvelles propriétés et valeurs pour agencer votre contenu comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vous retrouve plus tard pour vous faire découvrir une autre méthode basée sur les grilles CSS. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, la notoriété des grilles CSS, ou CSS Grids, n'est plus à faire. Ce modèle de disposition est complémentaire à Flexbox parce qu'il permet en quelques lignes de code de créer des mises en page un peu plus complexes. En gros, on va passer de cette disposition homogène des éléments, faite en Flexbox, à celle-ci qui est un peu plus travaillée. Mais vous inquiétez pas, je vais simplement vous faire découvrir les principales fonctionnalités de CSS Grids à travers un exemple concret. On va d'abord s'attarder sur la notion de grille pour pouvoir ensuite gérer la disposition des éléments HTML de façon globale. Je vais aussi vous montrer comment modifier chacun de ces éléments de façon individuelle. Allez, c'est parti. À chaque fois que vous allez utiliser ce modèle de grille, le navigateur interprète le conteneur comme un ensemble d'éléments délimités par des lignes horizontales et verticales. Ces lignes sont invisibles, mais peuvent très bien être inspectées avec les outils de développement. Dans la grille qu'on souhaite réaliser, il y a des éléments à cheval sur plusieurs colonnes ou plusieurs rangées. Chaque élément est constitué d'un point de départ et d'un point d'arrivée sur l'axe horizontal et l'axe vertical de la grille. Allez, il est temps de vous montrer concrètement comment tout ça se passe dans l'éditeur de code. Je vais d'abord vous parler de quelques propriétés qui s'appliquent au conteneur. J'ai ajouté quelques éléments dans notre fichier index.html. Maintenant, il y en a 9. Et pour pouvoir accéder à toutes les propriétés du CSS Grid, il faut débuter le code en indiquant dans le sélecteur de l'élément la propriété principale, Display Grid. À partir de là,
on peut définir le nombre, la taille des éléments et l'espacement entre les colonnes et les rangées. On commence par indiquer le nombre et la taille de tous les éléments qui vont être répartis sur notre grille. Pour ce faire, il faut ajouter la propriété GridTemplateColumns, suivie de la taille de chaque colonne. Ici, on va ranger les éléments dans 5 colonnes de taille distincte. J'indique alors les tailles en pixels de mes 5 colonnes. Et vous voyez, sans donner le nombre exact de colonnes, le navigateur comprend bien qu'il en a 5. Tout simplement parce que j'ai renseigné 5 tailles. On fait exactement la même chose pour les ranger. On ajoute la propriété GridTemplateRows avec les tailles qu'on souhaite. Et voilà à quoi ressemble notre grille. Ensuite, il vaut mieux ajouter des espaces entre les différents éléments. Sinon, on étouffe un peu, non? Vous trouvez pas? On ajoute alors la propriété gap, puis la valeur 20 pixels. C'est mieux, non? Jusqu'à présent, on a utilisé les pixels pour modifier la taille des éléments. C'est bien, mais on peut faire encore mieux. L'unité de mesure FR pour Fraction Units, ou fractionnaire en français, a été spécialement conçue pour du CSS Grid. Elle s'adapte à l'espace disponible dans la page pour répartir au mieux les éléments à l'écran. Je vous ai montré comment modifier l'apparence de l'intégralité du conteneur. Comment fait-on maintenant pour gérer les propriétés d'un seul élément à la fois? Vous vous souvenez du modèle de disposition que je vous ai montré au début? Eh bien, c'est exactement ce qu'on vise maintenant. Le principe est le même qu'avec Flexbox. Il faut différencier chaque élément sur le fichier HTML. Ici, on a bien 9 éléments qui sont nommés de 1 à 9. Ils sont répartis sur 5 colonnes et 5 rangées. Pour modifier l'agencement de l'élément 1, on va indiquer, dans le fichier CSS, son point de départ et son point d'arrivée. On ajoute pour ça la propriété GridColumnStart, qui indique la ligne verticale de départ de l'élément. Je veux qu'il parte du début de la grille. Je lui indique donc la valeur 1. Et je veux qu'il couvre la totalité des 5 colonnes de la grille. J'ajoute alors la propriété GridColumnEnd et la valeur 6. Et on suit les mêmes étapes pour le reste des éléments, en ajustant les propriétés et les valeurs. C'est parfait! Le résultat est nickel, c'est exactement ce qu'on voulait. Ces quelques propriétés du CSS Grid vous permettent par exemple de varier la façon dont vous allez regrouper et présenter vos photos sur votre site web. Vous allez d'ailleurs pouvoir mettre ça en pratique pour peaufiner le site de Robilance. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour aborder d'autres techniques de mise en page. Avec Flexbox et les bases de CSS Grid, vous devriez être capable de créer la plupart des mises en page dont vous avez toujours rêvé. Mais il existe encore quelques techniques qui vont vous être utiles pour développer votre site web. Ici, soyez prêts à défier les lois du CSS. Accrochez-vous bien. On va profiter de tous les avantages de la propriété Display. On l'a déjà un peu utilisé, souvenez-vous. Sachez que dès que vous voulez changer l'affichage d'un élément, cette propriété est votre amie. On va l'utiliser pour transformer nos éléments, mais aussi pour les cacher. Quand je dis transformer les éléments, je veux dire qu'on va imposer un comportement à un élément qui d'habitude agit d'une autre façon. Prenons l'exemple d'un simple lien. Vous vous rappelez, un lien est un élément inline normalement, par opposition à un élément bloc. Eh bien, sachez qu'il est possible de forcer ce lien à devenir un bloc. Ah ok, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un truc comme ça? Eh bien, l'intérêt est de pouvoir modifier comme on veut l'aspect de ce lien en lui définissant par exemple une largeur et une hauteur fixe. En anglais, on utilise les termes width et height. On commence par ajouter la fameuse propriété display à laquelle on met la valeur bloc. On voit bien maintenant que le lien est passé sur une nouvelle ligne et que le bloc qui contient le lien prend bien toute la largeur de la page. Et n'oubliez pas que l'avantage du bloc, c'est que maintenant on peut modifier sa taille. Et si on veut que le lien ressemble à un bouton, c'est mieux de le rétrécir un petit peu. Pour ça, j'indique les propriétés width et height
avec leurs valeurs respectives en pixels. Et voilà, ça ressemble plus à un bouton là, non? A l'inverse, il est tout à fait possible de forcer un élément bloc à devenir un élément inline. On utilise alors la propriété display avec la valeur inline. Attention du coup, les propriétés de largeur et hauteur ne s'appliquent plus parce que c'est un élément inline. Et pour couronner le tout, il existe aussi une propriété qui combine les valeurs inline et block. Elle s'appelle tout simplement display inline block. L'élément se comportera comme un élément inline, c'est-à-dire côte à côte sur une même ligne. Mais cette fois, on pourra également lui donner les dimensions qu'on veut, comme un bloc. Pour tester, j'ajoute donc la propriété et la valeur dans notre fichier CSS. Et contrairement à tout à l'heure, je peux modifier sa taille. Et voilà le résultat. On peut même aller un peu plus loin en modifiant l'apparence de chaque élément. Je vous apprends rien en vous disant qu'il faut bien veiller à différencier les éléments dans votre fichier HTML. On l'a déjà fait plusieurs fois. Ensuite, il suffit d'ajouter les sélecteurs et d'indiquer la propriété que l'on veut modifier. Il ne reste plus qu'à lui attribuer une valeur. J'ai décidé de changer la hauteur des blocs, mais il existe plein d'autres propriétés sur lesquelles vous pouvez jouer. Comme par exemple la couleur, la largeur, la forme, etc. Il existe une autre valeur liée à display, qui est assez impressionnante et qui permet de cacher des éléments à l'écran. C'est une fonctionnalité souvent utilisée pour des questions d'accessibilité ou pour cacher des éléments qui ne s'adaptent pas bien aux résolutions mobiles. Je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine partie. En attendant, je vous montre quand même comment ça se traduit dans notre éditeur de code. On ajoute à tous nos éléments la propriété display suivie de la valeur none. Et là, magie, les blocs ont disparu de la page. Pouf! Sans pour autant disparaître de notre fichier HTML. Display est une propriété puissante. Elle va nous permettre de modifier la façon dont un élément s'affiche dans la page. Il en existe bien d'autres, comme la propriété position. Elle permet de positionner avec précision un élément sur une page. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans le texte. Vous allez ensuite pouvoir mettre à profit vos nouveaux talents dans le portfolio de Robilens. De mon côté, la partie se termine ici. Enfin presque. Parce que si je vous dis tableau, formulaire, media queries, est-ce que ça vous parle? Eh bien on se retrouve tout à l'heure pour découvrir ensemble ces fonctionnalités avancées. Un jour, c'est à peu près sûr, vous allez avoir besoin de créer des tableaux. Ils permettent de présenter des données de façon claire, comme des tableaux comparatifs par exemple. On va découvrir quelques nouvelles balises, donc restez attentifs parce qu'il y en a un petit paquet. Ceci dit, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça vous posera probablement aucune réelle difficulté. On va commencer par construire des tableaux basiques avec des lignes et des colonnes, en utilisant d'abord le langage HTML. On va ensuite lui ajouter des bordures grâce au CSS, et pour terminer, on lui mettra un titre. On retourne sur notre fichier HTML pour y ajouter nos balises. Et vous allez voir, c'est comme les poupées russes. On imbrique une balise dans une autre balise et ainsi de suite. Le tableau que je vais vous montrer est composé de 3 lignes. La première balise à ajouter est la balise table. C'est une façon de déclarer que l'on va insérer un tableau. À l'intérieur, on va construire notre tableau ligne par ligne. Pour ça, on ajoute notre deuxième balise, tr, qui indique le début et la fin de la ligne. Et à l'intérieur de celle-ci, on utilise une nouvelle balise pour créer une cellule. Elle s'appelle td et indique le début et la fin du contenu de la cellule. Ça serait quand même bien de pouvoir avoir les titres là pour chaque colonne. Oui, et pour ça, rien de très compliqué. Il suffit de placer dans une nouvelle ligne la balise th.
Et voilà le résultat. C'est effectivement plus clair, mais il manque quand même un élément super important. Ce sont des bordures. Sans les bordures, eh bien, c'est juste une liste avec un format un peu particulier. Pour ça, on va mettre de côté le fichier HTML pour se pencher un peu plus sur le CSS. On veut que chacune des 3 lignes du tableau soit encadrée. La propriété border, que vous connaissez déjà, doit donc être ajoutée au sélecteur TD. On indique bien l'épaisseur, le type et la couleur des bordures. Et voilà, ça commence à ressembler à un tableau. Le seul problème, c'est que là, chaque cellule du tableau est encadrée de manière complètement indépendante. Il faut trouver un moyen pour rassembler tout ça. Eh bien, il existe une astuce pour fusionner les bordures du tableau. C'est la propriété border collapse, suivie de la valeur collapse. Ça y est, notre tableau est terminé. Enfin, presque. Il mérite bien qu'on lui donne un titre, vous croyez pas? Pour ça, rien de bien compliqué. Reprenons notre fichier HTML et ajoutons dans le tableau la balise caption et le texte qui vous convient. Et voilà! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vient de créer un tableau très simple grâce à des balises spécialement conçues pour ça. Dans le texte qui suit, vous allez apprendre à le complexifier un peu en fusionnant des cellules par exemple. Vous aurez aussi l'occasion de vous entraîner sur le site de Robilance. Dans la prochaine étape, on va parler de formulaire. À tout de suite! Jusque-là, nos pages web servaient uniquement à afficher des informations. Mais si on demandait maintenant aux utilisateurs d'interagir avec le site web pour renseigner des informations, comme leur nom, prénom ou adresse email, ça c'est le rôle des formulaires. Et comme pour les tableaux, pas mal de balises sont à retenir. Et pas de panique, on va y aller étape par étape. On va commencer par parler de quelques balises HTML qui vont venir structurer notre formulaire. Et pour avoir un résultat lisible, il va nous falloir ensuite toucher un petit peu au CSS. Vous vous souvenez de la balise principale table? Eh bien le principe est le même pour les formulaires. Dans notre fichier index.html, on va ajouter non pas la balise table, mais la balise form. Elle va contenir tous les éléments liés au formulaire. 2 attributs sont indispensables à son bon fonctionnement. Les attributs action et method. Le premier indique l'adresse de la page qui va traiter les informations. C'est généralement une page PHP, mais ça peut aussi être une page codée en Ruby ou Node.js. Comme vous le savez, dans ce cours, on se focalise uniquement sur les langages HTML et CSS. Pour notre exemple, on va indiquer que l'on veut rester sur cette même page. Je laisse donc les guillemets vides. Et le second attribut, method, indique le moyen par lequel les données rentrées par l'utilisateur vont être envoyées. On peut lui mettre la valeur get ou post. Je choisis la valeur get parce qu'avec cette méthode, les données qui sont envoyées sont directement écrites dans l'URL. Je pourrais alors vous montrer ce que ça donne lors de l'envoi. Mais sachez que dans la réalité, on utilise post dans 99% des cas. C'est en fait la méthode qui permet d'envoyer un maximum de données. Maintenant que ces informations sont renseignées, on peut passer à la suite. Avec la balise input, on va créer un champ de saisie, c'est-à-dire une zone que l'utilisateur va pouvoir remplir. J'ai choisi de vous montrer la zone de texte monoligne. Pour ça, il faut ajouter l'attribut type et la valeur texte. Et ce n'est pas tout. Pour pouvoir facilement identifier les informations envoyées par l'utilisateur, il faut que chaque champ soit bien nommé. J'ajoute alors un deuxième attribut, name, et la valeur prénom. Pour éviter les erreurs, on ne met pas d'accent. Pour le moment, on a un champ, et c'est bien, mais l'utilisateur ne sait pas ce qu'il doit remplir. Pour que ça soit clair pour tout le monde, on va lui ajouter un titre qu'on appelle un libellé avec la balise label. Et pour faire le lien entre ce label et le champ de saisie, on va devoir ajouter 2 attributs. Le premier est l'ID, qui va indiquer au niveau de l'input le nom du champ. Et le second est l'attribut for, qui va reprendre le nom de ce champ. C'est un peu répétitif, mais comme vous le voyez, chacun de ces attributs a une fonction bien particulière. Et voilà, on voit bien que le label et le champ de saisie sont reliés.
Il existe plein d'autres types de champs. On a les zones de saisie pour mots de passe. Les caractères saisis sont alors cachés. Vous serez également amené à demander à l'utilisateur une adresse email, une URL, un numéro de téléphone ou un nombre. Vous pouvez même utiliser des cases à cocher. Une fois que vous avez sélectionné le champ de saisie qui convient à vos besoins, vous pouvez modifier son apparence avec des propriétés CSS. Reprenons notre champ de texte monoligne. On est d'accord que, pour l'instant, ça n'en ressemble pas à grand chose. Eh bien, on va changer tout ça en ajoutant aux attributs form et input quelques propriétés que vous connaissez déjà. Je modifie la mise en page, les marges et padding, les bordures et la largeur du champ de saisie. Et le tour est joué. On a vu ensemble comment créer un formulaire basique en HTML et comment modifier son apparence. Avant de mettre tout ça en pratique sur le site de Robilance, on va découvrir comment finaliser notre formulaire. A tout de suite. On a vu comment créer un formulaire en y ajoutant des champs de saisie. Il est temps maintenant de le finaliser avec de nouvelles fonctionnalités. On va d'abord structurer les champs, histoire d'y voir un peu plus clair. Ensuite, on va ajouter la touche finale du formulaire. C'est-à-dire, on va ajouter un bouton qui va permettre à l'utilisateur de soumettre ses réponses. Et enfin, on va intégrer quelques propriétés CSS. Allez, on passe à l'éditeur de code. Je vais commencer par vous montrer la balise FieldSet. Elle va nous permettre de regrouper visuellement plusieurs champs. Comme vous le voyez, ils sont maintenant situés dans une même section. Et avec la balise Legend, on peut aussi donner un nom ou un titre à ces sections. On passe maintenant aux attributs. Le premier que je souhaite vous montrer est appelé Autofocus. Cet attribut nous permet de placer le curseur dans un champ, directement au chargement de la page. Du coup, il ne peut être utilisé qu'une seule fois par page. Un autre attribut intéressant est celui qui va obliger l'utilisateur à remplir un champ avant d'envoyer le formulaire. C'est l'attribut Required. Si j'essaie de cliquer sur Envoyer sans remplir le champ en question, eh bien c'est impossible. D'ailleurs, une petite bulle d'information s'affiche pour me rappeler de renseigner ce champ. Vous venez de cliquer sur le fameux bouton qui va permettre à l'utilisateur de soumettre le formulaire. Ce bouton est le dernier élément que vous allez insérer. Je ne vous ai pas montré comment l'ajouter dans votre code, mais vous allez voir, ce n'est pas plus compliqué que ça. Première étape, on va mettre un élément input et l'attribut type égale submit. Le navigateur comprend qu'il s'agit d'un bouton qui va permettre d'envoyer les données du formulaire. Seconde étape, ajoutez l'attribut value, suivi du texte que vous souhaitez afficher sur le bouton. En cliquant dessus, l'utilisateur va être amené vers la page définie dans l'attribut Action du formulaire, celui que nous avons mis en place dans le chapitre précédent. Vous vous rappelez? Si on remplit le formulaire et qu'on essaie de l'envoyer, on reste sur la même page. Mais on voit bien que dans l'URL, quelque chose se passe. Le navigateur récupère les informations de notre formulaire. Bon, ok, on a vu plein de trucs HTML là, mais est-ce qu'on pourrait pas rendre ce formulaire un peu plus sympa, un peu plus joli? Oui, tout à fait. Avec le CSS, on peut tout faire. Je vous montre quelques astuces pour modifier l'apparence de notre formulaire. On va ajouter un fond coloré et définir des coins arrondis pour la bordure de chacun des champs. On peut aussi modifier la couleur des éléments Legend. Et voilà, ça ressemble beaucoup plus à un formulaire, vous trouvez pas? Dans cette partie du cours, je vous ai donné les bases pour créer et finaliser un formulaire en combinant les langages HTML et CSS. À vous maintenant de mettre tout ça en pratique en ajoutant un formulaire sur le site de Robilance. Une fois que vous avez terminé cette activité, rejoignez-moi et découvrons ensemble une technique pour rendre vos pages responsives. Et oui, les pages web que vous avez construites jusqu'ici doivent s'adapter aux différentes tailles d'écran. Alors, je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui,
on ne développe plus seulement des sites web pour un écran d'ordinateur. On doit aussi prendre en compte tous ceux qui vont visiter notre site sur mobile, smartphone ou tablette. Et qui dit plus d'appareils dit plus de tailles d'écran différentes. Alors, comment on fait pour développer un site web qui s'adapte à tous ces appareils? C'est le rôle du responsive design. C'est une méthode qui permet à votre site de s'adapter automatiquement à toutes les tailles d'écran. Prenons l'exemple du site Open Classrooms. Je vais vous montrer une astuce très utile pour voir directement comment le site s'adapte au format d'un écran en particulier. Pour ça, je vais ouvrir les outils d'inspection et activer la barre d'outils de l'appareil. À partir de là, je peux sélectionner l'appareil que je souhaite et voir ce que ça rend sur un iPhone ou une tablette Surface Pro par exemple. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est là que les Media Queries entrent en jeu. Ce sont des règles CSS qui permettent de modifier l'apparence d'un site en fonction de l'appareil. En gros, on va indiquer au navigateur comment se comporter en fonction du format d'écran utilisé. Et concrètement, comment on doit les écrire là, ces Media Queries? Très bonne question. Je vais d'abord vous montrer la syntaxe d'une Media Query. On pourra ensuite en construire quelques-unes ensemble. La syntaxe d'une Media Query est assez particulière. Premièrement, elle se compose d'une règle qui indique un type de média. Celui qu'on va utiliser le plus souvent est Media Screen, car les sites web que l'on développe sont destinés à être regardés sur des écrans. Le deuxième élément important, qui est entre parenthèses, précise une autre règle de notre Media Query. Par exemple, la taille de l'écran maximale à partir de laquelle l'apparence de mon site va changer. Les règles sont séparées par un mot-clé, and ou et en français. Enfin, ce que vous voyez entre les accolades contient les propriétés et les valeurs qui vont être appliquées à l'élément choisi. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de retenir cette syntaxe par cœur. Vous pouvez la retrouver sur le net et la copier-coller dans votre code. Allez, il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. On va créer des Media Queries qu'on va enrichir de quelques propriétés CSS au fur et à mesure. Ici, on retrouve différentes choses. Un titre, des paragraphes, des conteneurs avec des éléments à l'intérieur, une image, etc. Eh bien, j'aimerais d'abord que la couleur de mes paragraphes change quand la largeur de mon écran atteint moins de 1200 pixels. Pour la petite info, on parle de point de rupture, ou breakpoint en anglais, pour indiquer le moment ou l'état à partir duquel une propriété change de valeur. Pour ça, j'indique en dessous du sélecteur de paragraphe le type de média, @mediascreen, auquel je combine la largeur maximale de l'écran. N'oubliez pas de renseigner dans des accolades l'élément paragraphe et la couleur qu'on veut lui appliquer. Si on regarde ensemble le résultat, on voit bien que la couleur change quand on rétrécit la page. D'ailleurs, si j'ouvre les outils d'inspection, on a même la résolution de l'écran qui s'affiche. Je vais ajouter maintenant une Media Query qui va nous permettre de redimensionner notre conteneur quand on va réduire la taille de l'écran. La valeur breakpoint qu'on précise est égale à 960 pixels. Et pour terminer, on indique bien l'élément et le style choisi. Ici, il s'agit d'ajouter la propriété Flex Direction et la valeur column. Et voilà le résultat. Les colonnes du conteneur s'adaptent correctement à la taille de l'écran. Plusieurs éléments de votre page web peuvent être inclus dans la Media Query. Reprenons la seconde Media Query qu'on a faite ensemble, avec laquelle on va modifier l'apparence de l'image. On va même aller plus loin, car on va la masquer quand la taille de l'écran atteint moins de 960 pixels. Pour ça, il faut ajouter le sélecteur IMG, la propriété Display qui gère les affichages et la valeur None, qui précise que nous ne voulons pas afficher l'image. Ok, d'accord, on peut, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait masquer un élément sur sa page web? En général, on fait ça pour les éléments qui ne sont pas indispensables au site. Je pense par exemple à des tableaux trop complexes, ou des images qui sont purement décoratives. Sur un petit écran, une image peut vite devenir illisible.
Et si elle n'est pas utile pour votre contenu, alors n'hésitez pas à la masquer. Je vous partage une dernière astuce pour rendre votre site responsive. Quand on réduit la taille de notre écran, il arrive que les blocs deviennent trop petits. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, ça dépasse du bloc. Et c'est pas super joli. Pour y remédier, il existe plusieurs propriétés CSS. Elles vont contrôler ce dépassement. J'ai choisi de vous montrer celle qui va permettre à l'utilisateur de dérouler nos éléments à l'intérieur du bloc. C'est parti. On se place toujours au niveau de la Media Query. On y ajoute le sélecteur P, propriété Overflow, valeur Scroll. Et voilà. Quand la taille de mon écran mesure moins de 960 pixels, il est possible de scroller à l'intérieur du bloc de texte. Il existe d'autres propriétés qui peuvent être ajoutées à une Media Query. Je vous laisse en découvrir un peu plus dans le texte. Et n'oubliez pas que le site de Robilance est une nouvelle occasion pour vous de tester ce que nous venons de voir ensemble. Voilà à quoi devrait ressembler votre création sur un mobile. Le cours touche presque à sa fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses en regardant ces vidéos, en lisant le contenu, mais aussi, surtout, en pratiquant. J'espère que vous avez aussi pris du plaisir à assembler des balises HTML, à découvrir les joies du CSS et à mettre en page le contenu de votre premier site internet. Inutile de retenir tout par cœur. Vous pouvez revenir sur ce cours à tout moment et dès que vous en avez besoin. Si ça vous plaît et que vous souhaitez en faire votre métier, sachez que vous avez maintenant les bases pour devenir intégrateur web et plus tard développeur web. Open Classrooms propose des formations sous forme de parcours avec des projets concrets à réaliser. Vous serez même accompagné par un mentor professionnel qui vous guidera tout au long de votre formation jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Pour cela, rendez-vous dans la section Parcours d'Open Classrooms. Allez, à bientôt dans un autre cours et peut-être dans l'un de nos parcours diplômants.